n'ai plus d'envie, retrouver ses envies. Une phrase est souvent prononcée par certaines personnes en disant « j'ai plus d'envie ». Alors il faut d'abord essayer de savoir qu'est-ce que cache cette phrase, parce que ça peut être une phrase qui est relativement banale, comme ça peut être révélateur d'un grand mal-être chez certaines autres personnes. Si on essaye de faire une classification de ces pertes d'envie, eh bien, on va partir de la chose la plus sévère, c'est-à-dire une personne qui n'a plus d'envie de façon générale. Cela touche à la fois sa vie professionnelle, sociale, affective, bref, tous les pans de sa vie sont envahis par cette perte d'envie. On a bien compris que c'est la forme la plus importante, la plus grave. Je vais vous citer une personne qu'on va essayer de suivre pendant tout ce module, qui s'appelle Jeanne, qui a 43 ans, et je vous lis ce qu'elle me dit. Voilà, je ne sais pas pourquoi, depuis plusieurs mois, je n'ai plus d'envie de rien, mais rien du tout. Je passe d'une humeur joyeuse à tout l'inverse, et tout d'un coup, j'ai envie de pleurer, je ne sais même pas pourquoi, et ça s'installe en quelques secondes. Je travaillais dans une usine, le boulot en lui-même me plaisait, mais je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai refusé de continuer. Alors que j'ai pourtant besoin de travailler. Mais plus envie du tout. Je suis perdu sentimentalement, professionnellement, personnellement. Sortir du lit est devenu un enfer. Je me dis que si je n'avais pas ma fille, je serais couché H24. Et je pleurerais toute la journée. Plus rien ne me correspond dans ma vie et cela se répercute sur mon couple. Je ne sais pas si c'est que je ne l'aime plus ou si c'est à cause de mon moral. Je m'éparpille et je suis vraiment paumé. Le discours de Jeanne, ce qu'elle dit, montre bien qu'elle est absolument sur tous les côtés de sa vie, eh bien, elle a complètement perdu envie et elle pourrait, ce qui n'est pas son cas, être carrément suicidaire. Vous avez d'autres façons d'interpréter le mot « je n'ai plus envie ». Il y a des gens qui vont dire cela, mais en fait ils parlent d'une perte de motivation. C'est ce que l'on appelle l'aboulie. Ce mot veut dire qu'on est privé de volonté. Une personne a envie finalement de faire quelque chose, mais elle n'y arrive pas. Elle ne parvient pas à se pousser, à arriver à finalement faire ce qu'elle doit faire. Ce trouble ne se trouve pas isolé. En pratique, cette personne n'arrive pas à prendre de décisions et à les réaliser. Ce trouble ne se trouve pas tout seul. Il fait partie d'une cohorte d'autres troubles que l'on trouve dans des maladies comme la dépression, comme la schizophrénie, mais aussi les burn-out ou des dépressions. Il y a une autre façon aussi de dire, qui se cache derrière le mot « j'ai plus d'envie », c'est les personnes qui souffrent d'apathie. Qu'est-ce que c'est que ces personnes? C'est les personnes qui n'ont plus d'initiative, ils n'arrivent plus à prendre d'initiative, ils n'ont pas d'initiative. Nous aborderons ce thème dans un des autres modules intitulé « Je subis ma vie ». Il peut aussi y avoir des troubles plus spécifiques qui touchent un domaine et un des domaines les plus fréquents, qu'on rencontre le plus fréquemment, eh bien, c'est la perte d'envie sexuelle, ce qu'on appelle une perte de libido. Et ça s'illustre par des pannes sexuelles chez les hommes, par une non-envie du tout de l'acte sexuel chez les femmes, et bien entendu que la personne qui souffre de ça, bien déjà elle est étonnée la première fois, elle ne comprend pas, elle se remet en question, du même coup le petit vélo joue son rôle et les pannes deviennent de plus en plus fréquentes, comme elles peuvent aussi disparaître une fois que la personne va mieux, mais c'est quelque chose qui très souvent va marquer les gens et qui va faire que ces pertes d'envie peuvent devenir assez régulières ou assez fréquentes, ou même carrément s'éterniser. Il y a enfin des personnes qui souffrent simplement de perte d'envie plus légère. Si on prend la situation actuelle avec le Covid, eh bien on est depuis un an enfermé ou semi-enfermé. On a
plein de limitations dans notre vie qui font que les personnes eh bien, subissent cela et que ça leur tombe sur le moral. Par exemple, la personne ne peut plus pratiquer les sports qu'elle a envie, elle ne peut plus faire les achats qu'elle a envie, elle petit à petit, progressivement, ou assez subitement pour certains, il y a une disparition des envies. Et la personne va dire « j'ai plus d'envie, je vois plus personne, je peux plus serrer les gens dans mes bras et je perds complètement l'envie de vivre ». Certains en sont là. D'autres, c'est plutôt « j'ai plus d'envie, j'ai plus rien qui m'intéresse ». Et ça, c'est quelque chose que l'on rencontre malheureusement de plus en plus fréquemment dans notre société actuellement. J'ai pris l'exemple du Covid, mais on peut parfaitement trouver ce genre d'envie spécifique perdue dans d'autres situations, à la suite d'un échec ou à la suite d'un échec sentimental et tout. Mais à ce moment-là, on est dans quelque chose de plus léger, de plus temporaire. Mais si, bien entendu, on n'y remédie pas, bien ça peut amener à des choses plus importantes, telles qu'on l'a vu dans l'exemple de Jeanne. Alors, quand on est en face de ce type de phrase, je n'ai plus d'envie, je n'ai plus d'envie, il faut se poser 3 questions. Première question, c'est se demander depuis quand ça a débuté. Est-ce que, deuxièmement, ça a débuté brusquement ou bien ça a été une perte d'envie progressive qui a amené à ce constat de ne plus avoir d'envie. Et puis, la troisième question qui est capitale, c'est de se dire depuis quand est-ce que je n'ai plus cette envie? Est-ce que ça a débuté il y a 3 mois, 4 mois? Et d'essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc je répète ces 3 questions. Première chose, est-ce que ça a débuté brusquement ou rapidement, ou bien c'était progressif? Deuxième chose, depuis quand? Vous verrez que c'est important. Et troisième question, une fois qu'on a répondu à ces 2 premières, bien, est-ce qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là dans ma vie? Si on reprend l'exemple de Jeanne, je lui pose la question de savoir si ça a débuté brusquement ou bien si c'est un début, que les choses se sont installées de façon progressive. Elle me répond que ça a débuté brusquement. C'est une question qui paraît simple, mais une personne qui souffre de ne plus avoir d'envie, donc on le sait, qui est avec son mental, eh bien, elle n'est pas du tout attentive à ce qui se passe dans sa vie. Et très souvent, les gens vont avoir de la peine à savoir si les choses se sont installées progressivement ou si ça a été relativement subi. La plupart du temps, c'est tout de même une installation progressive. Mais comme les gens sont avec leur mental, bien entendu qu'ils ne sont pas attentifs à eux et donc ont de la peine à répondre à cette question. Mais quand on les stimule, en leur posant la question plusieurs fois, ils vont petit à petit découvrir que, en effet, les choses se sont installées à un certain moment donné. Et ça rejoint la deuxième question, depuis quand est-ce que vous souffrez de cela? De nouveau, cette question a l'air simple quand on écoute et on est auditeur, sauf que quand on souffre de cela, eh bien, à nouveau, puisque le mental a envahi toute la vie de la personne, eh bien, elle ne sait pas. Elle dit, écoutez, ça doit faire à peu près 6 mois ou à peu près 1 an, mais ce à peu près, bien entendu, n'est pas la bonne réponse. Et à nouveau, en essayant de l'accompagner, en disant essayer d'y réfléchir, de me donner une réponse plus précise, assez souvent la personne finalement donne une date ou en tout cas un laps de temps qui est assez révélateur, qui est assez précis. L'autre question qui est posée, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Si on revient à Jeanne, elle me dit, écoutez, ça s'est installé brusquement, il y a 6 mois, et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu un traumatisme? Est-ce qu'il y a eu une épreuve douloureuse dans votre vie que vous avez vécue?
me dit non, il ne s'est rien passé il y a 6 mois. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que 2 mois avant que je craque, eh bien, j'ai perdu une de mes meilleures amies qui est décédée, qui était une sœur pour moi, qui est décédée de son cancer du sein. C'était relativement surprenant parce que il me semblait qu'elle allait bien, puis tout d'un coup, les choses se sont totalement empirées. Elle est partie en quelques jours. Ce point est important. Qu'est-ce qui s'est passé avant que l'on aille mal? Ça, c'est une des grandes choses importantes dans Hodge, c'est d'essayer toujours de remonter à la cause. C'est-à-dire à l'événement ou à quelque chose qui s'est passé en amont du mal-être. Ayant répondu cela, vous allez me dire que Jeanne, du coup, a tout compris. Ben non, elle n'a rien compris du tout. Elle ne voit pas du tout le lien entre cet événement qui l'a énormément attristé, me dit-elle, et son mal-être subi, avec qui débouche tout de même sur quelque chose de très important. Elle ne fait pas le lien parce que on n'a pas l'habitude, d'une part, qu'un médecin ou quelqu'un dise mais allons en amont pour savoir ce qui s'est passé, et ils ne font pas le lien entre cet événement et leur mal-être. Ben oui, malheureusement, c'est une question qui est très rarement posée par les médecins, qui est rarement posée non plus par des amis ou des choses ou des personnes qui nous entourent. Et c'est le cas de Jeanne. Elle me dit, ok, mon ami est décédé, mais je ne vois pas le lien entre cette perte d'envie complète que j'ai dans ma vie et le décès de mon ami. Bien au contraire, je devrais être beaucoup plus combattante parce que, bien, c'est vrai que ça m'a beaucoup touché, le décès de mon ami, d'autant plus qu'elle me disait qu'elle avait envie de vivre et que finalement elle est décédée. Et j'ai dit, ok, est-ce que vous avez pleuré? Est-ce que, j'imagine, vous êtes laissé à pleurer? Elle me dit, oui, mais peu, parce que d'une part, je n'ai pas que ça à faire. Deuxième chose, c'est la vie. Et troisièmement, moi, vous savez, les gens qui pleurent constamment, je m'en méfie parce que moi, j'ai vu ma mère qui, tout au long de sa vie, était dépressive et pleurait pour un oui ou pour un non. Donc on voit que Jeanne a absolument pas vécu la tristesse alors qu'elle a perdu tout de même une amie très chère. Et selon vous, est-ce qu'une personne qui ne pleure pas alors qu'elle perd quelqu'un, ça va créer une tension ou une détente? Vous avez tous la réponse, une tension. Ça veut dire que le mental, donc, est venu bloquer cette tristesse, puisqu'elle nous parle de tristesse, en l'occurrence. Et le mental explique qu'elle ne va pas pleurer parce que finalement, ça ne se fait pas, qu'il faut être positif, qu'il faut aller de l'avant, et en plus, qu'elle a subi pendant toute son enfance, eh bien, une mère qui, étant dépressive, pleurait pour un oui ou pour un non. Et que donc pour elle, pleurer égale dépression. Et il se trouve que Jeanne est en dépression. Bien entendu qu'on a parlé à ce moment-là d'existence du mental, expliquant que c'est celui qui, d'une part, nous coupe du moment présent et nous met dans le futur ou dans le passé, que c'est aussi celui qui nous coupe de nos émotions. On ne les reconnaît pas, on ne les ressent pas et on ne les vit pas. Et en l'occurrence, Jeanne n'a strictement pas vécu sa tristesse. Et puis que c'est aussi celui qui nous coupe de nous, de la personne que nous sommes, et donc de la personne qui a des envies. Parce que si on est dans le moment présent, qu'on vit ses émotions, bien entendu qu'on retrouve en nous la personne qui, elle, a des envies. Elle comprend tout cela et elle me dit, et alors, je ne vois pas très bien le lien entre le fait que j'ai plus aucune envie à tous les niveaux de ma vie et puis une émotion de tristesse que je n'aurais pas vécue et que je n'ai pas vécue en effet à la suite du décès de mon ami. C'est important de noter que Jeanne, qui est complètement déconnectée d'elle-même, puisqu'elle est dirigée par son mental, qui
la coupe d'elle-même et évidemment des autres, eh bien, c'est important de noter que c'est évident qu'elle ne va pas faire le lien. Ce qui paraît à quelqu'un de l'extérieur logique, pour elle, elle ne fait pas du tout la connexion, elle ne comprend pas le lien entre le fait de ne pas s'être permis de pleurer et l'état dans lequel elle se trouve. Ceci est fréquent, que les gens ne fassent pas le lien, d'autant plus quand ils sont déconnectés d'eux-mêmes. Donc, il va falloir essayer de l'accompagner pour lui faire remarquer cela, d'une part, et deuxièmement, lui dire, écoutez, quand on est triste, normalement, il est assez naturel de se laisser aller à pleurer, et c'est pas parce qu'on pleure qu'on est dépressif. Donc, il a fallu faire tout un travail, quelque part, pour lui expliquer qu'il ne faut pas confondre la tristesse, qui est une émotion absolument naturelle, ressentie par tout le monde, et la dépression, qui se trouve très souvent chez des gens qui, justement, se sont empêchés, avec leur mental, de pleurer quand ils sont tristes et d'être en colère quand ils sont en colère. Elle s'est permis, à ce moment-là, de pleurer et de dire « Ok, je vais essayer de laisser sortir cette tristesse », ce qui lui a fait du bien, mais n'a pas réellement fait en sorte qu'elle se sente nettement mieux et qu'elle retrouve ses envies. Bien entendu, il a fallu lui demander, est-ce qu'il n'y a pas une autre émotion derrière? Est-ce que, par hasard, vous ne pourriez pas être, et le hasard évidemment n'existant pas, c'est juste une question, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une colère derrière cela? Et là, elle me dit, mais écoutez, non, je ne peux pas être en colère contre mon ami qui décède, je ne peux absolument pas être en colère, c'est totalement exclu, je ne suis pas complètement taré. Et je lui dis, mais ok, vous pouvez être non pas en colère contre votre ami, mais quelque part, vous qui êtes resté, qui n'avez plus votre ami, qu'est-ce que vous ressentez si par exemple vous avez envie de l'appeler, vous avez envie de lui parler? Est-ce que vous ne pouvez pas le faire, bien entendu? Est-ce qu'il n'y a pas une frustration derrière? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous ressentez pour vous? Il a fallu du temps à Jeanne pour qu'elle admette que oui, il y a une colère du fait que son ami lui manque, qu'elle n'est pas là, qu'elle ne peut plus l'appeler, qu'elle ne peut plus lui raconter sa vie, échanger avec elle, et que tout ça c'est une grosse frustration, et qu'elle a le droit d'être en colère. Se donner le droit, la permission, c'est déjà un énorme pas en avant que Jeanne a pu se donner. Se dire, ok, j'accepte d'une part que j'ai de la frustration, j'accepte le fait que j'ai le droit d'avoir cette frustration et qu'elle ne s'adresse pas à mon ami, mais qu'elle est très révélatrice, cette colère, de ce que je ressens au fond de moi. C'est tout un travail d'acceptation et bien entendu, pour pouvoir accepter ça, il a fallu que Jeanne éteigne son mental, revenir dans le moment présent. Parce que le mental fait tout pour nous couper de nous-mêmes et donc évidemment, on ne va pas reconnaître qu'on a des émotions et encore moins une émotion qui est mal vue telle que la colère. Donc, en éteignant son mental, ce que Jeanne a commencé à faire de façon régulière, donc de nouveau, revenir dans le moment présent, ça veut dire quoi? Porter notre attention à notre corps sensoriel, porter notre attention à notre corps physique. Et elle a mis ça en place comme une espèce de rituel, d'élever, d'éteindre son mental tout au long de la journée, le plus souvent possible. Au début, ça a été compliqué, mais elle y est arrivée pour finalement arriver à accepter que oui, elle a une énorme colère par rapport au décès de son ami et que cette colère étant là, il va falloir non seulement la reconnaître, mais la ressentir pour pouvoir après l'exprimer. Ça a été compliqué parce que, bien entendu, le mental revient constamment. Il revient en disant « mais tu ne peux pas être en colère ». Si l'acceptation est intellectuelle, au fond d'elle-même, Jeanne avait de la peine à l'accepter et bien entendu à l'exprimer. Et comment l'exprimer? En disant, mais je ne vais pas aller engueuler mon ami. Je dis, vous pouvez, vous avez le droit. Vous pouvez l'engueuler en lui disant à haute voix qu'elle vous manque, qu'elle est partie beaucoup trop vite,
que vous n'avez pas eu le temps de lui dire au revoir, vous avez le droit. Donnez-vous ce droit, donnez-vous cette preuve d'amour à vous-même en disant, d'une part, je ne fais aucun mal à mon ami, et quelque part, je pourrais, en me libérant, me faire du bien. Une personne qui est coupée de son mental, qui n'a plus d'envie, elle n'a pas forcément, évidemment, envie de se faire du bien, puisqu'elle n'a plus d'envie. Mais en éteignant son mental de façon de plus en plus régulière, Jeanne s'est déjà portée un peu mieux. Mais c'était loin d'être fait par rapport à la colère. Cela a pris du temps, mais elle y est parvenue et a retrouvé ses envies progressivement et assez rapidement, j'allais dire, dans si on prend un nombre de mois, c'est fait en 2-3 mois. Vous me direz, c'est long, oui, mais dans l'état dans lequel était Jeanne, eh bien, c'est un superbe travail qu'elle s'est permis de faire et du même coup à retrouver ses envies, sa joie de vivre et toute sa vie sociale, professionnelle, mais aussi amoureuse. Alors, nous avons parlé de Jeanne, qui est un exemple grave, j'allais dire. Par contre, pour toutes les autres situations dont on a parlé, que ce soit la boulie, l'apathie et les pannes, c'est le même travail. C'est-à-dire mettre en application la méthode Hoge à l'envers de l'ego. Donc, je vous rappelle, le premier pilier, qui est vraiment le pilier essentiel, est d'éteindre le mental pour revenir dans le moment présent. Ça soulage déjà pas mal parce que ça enlève toutes les peurs. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer après-demain, dans 2 mois? Et ça enlève aussi la culpabilité. Mais bien entendu que si on éteint le mental et qu'on reste dans le moment présent et puis qu'on ne va pas vivre les émotions, donc deuxième pilier de la méthode Hoge, eh bien il y a de fortes chances, et même toutes les chances possibles, pour qu'on reparte très très vite dans le futur ou dans le passé, ou dans le cas de Jeanne, dans cette perte d'envie. Si on prend la personne qui a des pannes sexuelles, eh bien la personne va vous dire « Non mais vu ce qui s'est passé, moi la dernière fois que j'ai essayé de faire l'amour, oui certes j'étais fatigué, ceci, cela, mais qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois ?» Et donc mieux vaut ne pas retenter l'expérience parce que j'ai pas envie de revivre cela. Et ça, c'est typiquement le discours du mental. Vu ce qui s'est passé, oulala, qu'est-ce qui va se passer après? Et donc, tension, peur, et évidemment, dans le cas de l'envie sexuelle, eh bien, on se coupe de toute envie, comme ça, au moins, on risque rien. Mais non, en revenant dans le moment présent, ça va déjà enlever les peurs et la culpabilité. Par contre, dans le moment présent, il y a le fait que j'ai subi une panne. Qu'est-ce que je ressens? Certainement pas une joie, certainement pas une tristesse, mais peut-être que, excusez-moi, je vais être vulgaire, ça me fait chier. Eh bien, il va falloir exprimer cela pour pouvoir libérer la colère ressentie par la personne et retrouver son envie et passer à l'acte. Mais quand on passe à l'acte, à ce moment-là, c'est vraiment en restant dans le moment présent. Parce qu'autrement, on va repartir dans les pannes. Si on prend les gens qui ont été confinés, qui continuent à être confinés ou maintenus derrière des règles telles que l'on vit actuellement avec la Covid, eh bien, c'est de se dire qu'est-ce que je ressens de me sentir guidé par des règles que je ne comprends pas forcément. Qu'est-ce que je ressens du fait que je ne peux plus faire les courses que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je ressens du fait que je ne peux plus aller voir mes parents ou que je ne peux plus aller voir mes petits-enfants? Qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Et vous verrez que quand on se pose la question, beaucoup de gens disent « Oui, bon, bah, écoutez, on a tout de même de la chance par rapport à d'autres. » Bref, on trouve toujours des belles choses. Bah, ça m'a permis ce temps de pouvoir plus lire ou de plus jardiner, de m'aérer plus. Finalement, c'est un bien. Alors oui, il peut y avoir ces côtés-là, mais n'oublions pas qu'il y a tous les autres côtés où il y a cette privation de liberté. Donc,
Qu'est-ce qu'on ressent quand on est privé de liberté? A priori, ni une joie, ni une tristesse, mais une foutue colère. Et si on n'exprime pas cette foutue colère, eh bien, ça veut dire que le mental vient bloquer. Et si le mental vient bloquer, il y a de fortes chances qu'on parte dans le futur ou dans le passé, et donc, notamment dans les peurs. Donc, petit à petit, ceci s'aggravant, on arrive à ces pertes d'envie. Retrouver l'envie, ça veut dire se remettre dans le moment présent, retrouver la colère que l'on a en soi pour pouvoir l'exprimer. Et là, on retrouve à ce moment-là nos envies. On n'a pas envie demain, on n'a pas envie hier, on a envie maintenant. Donc, il est nécessaire vraiment d'être dans le moment présent. Mais si on est dans le moment présent avec des émotions qu'on a bloquées, le mental reprend le dessus et on n'est plus en contact avec nos envies. Donc, en faisant cette démarche, c'est-à-dire en mettant en application la méthodologie, premier pilier, j'éteins le mental, deuxième pilier, je reconnais, je ressens et j'exprime mon émotion de colère, on va retrouver nos envies, la personne que nous sommes et donc un bien-être. À nouveau, tout le monde est capable de cela. Dans les cas les plus graves, un accompagnement est nécessaire, bien entendu, puisque la personne est complètement déconnectée d'elle-même. Pour d'autres signes plus légers, c'est quelque chose qu'on peut parfaitement faire soi-même, sans médicaments. Parce qu'évidemment, la réponse de la médecine, quand on n'a plus l'envie, c'est immédiatement de donner un antidépresseur. Non, c'est totalement inutile. On a parfaitement la possibilité de pouvoir guérir et retrouver toutes les envies qui font que finalement la vie est belle et que l'on va pouvoir s'offrir ce que l'on a envie parce que justement on est reconnecté à soi-même.